Non, juste, comme on m'a demandé d'intervenir, peut-être sur une expérience que je mène depuis quelques temps et que je vais développer fortement à la rentrée, puisque j'ai décidé réellement de prendre ma retraite et de donner mon temps bénévole pour enseigner et créer donc une école, on pourrait dire sans lieu, sans diplôme et sans professeur. J'ai expérimenté pendant 3 ans, enfin plus que 3 ans, enfin, mais dans des expériences qui ont duré à chaque fois 3 ans, ce qu'on appelle une université foraine. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'on peut considérer à un moment donné qu'un sujet ou un objet ou un cas peut devenir le lieu de la transmission, ou tout au moins, est-ce que cette situation pourrait entraîner la réunion de ceux qui, de manière isolée, ne peuvent pas répondre à la question, ou tout au moins, peut-être qu'en se réunissant, et la façon dont la question a été posée, on pourrait se reposer autrement la question, c'est-à-dire comment la question peut-elle se reposer. Alors du coup, ça peut paraître comme ça, sans ordre, on pourrait dire, mais la première des règles, c'est d'avoir un sujet qui concerne quand même déjà un nombre de gens motivés pour travailler sur le sujet. Donc on fait un petit peu comme si on était des colporteurs ou des promeneurs. On va dans les villes et on rencontre aussi bien des élus, des techniciens ou des habitants. On repère là où il y a une question qui se pose, qui nous paraît peut-être pas totalement posée ou mal posée, et on va jusqu'à épuisement au moment de la rencontre, de voir s'il est possible de s'installer à cet endroit. Et quand la chose est décidée, on installe ce qu'on appelle la permanence. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'événement et dans, disons, le spécialiste qui viendrait d'ailleurs pour permettre à des gens qui pourtant se posent depuis très longtemps une question et n'arrivent pas à la résoudre, est-ce qu'on peut habiter avec eux? C'est une forme de vérifier sur ce que pourrait être une vraie démocratie participative en étant tous habitants, et non pas en étant un animateur d'habitants ou en aidant des politiques à rencontrer leurs habitants qu'ils devraient mieux connaître. Donc, la première des règles, c'est la permanence. Et donc, dans la permanence, il y a cette idée qu'il y a un atelier permanent qui s'installe et dont la personne qui anime cet atelier habite la ville, voire même habite le lieu sur lequel le sujet devrait être traité. Alors, je vais donner juste un exemple, parce que ça peut paraître comme ça... socio-pu, on pourrait dire, voilà, c'est la critique en général qu'on fait, c'est pas de l'architecture, c'est pas du paysage, c'est pas de l'urbanisme, c'est simplement de l'animation sociale. Et comme là, donc, c'est justement sur peut-être une réflexion sur une autre façon de moins consommer de l'énergie, j'ai considéré à un moment donné que l'énergie humaine était de l'énergie. D'ailleurs, y compris la perte de temps que l'on passe dans des réunions et éventuellement la perte de temps que l'on passe à rédiger des règlements et la perte de temps que l'on passe à essayer de contourner les règlements, voire même à les comprendre, je pensais que j'allais travailler sur ça, sur cette économie d'énergie. C'est pour ça que j'avais appelé ça non pas une HQE, une haute qualité environnementale, mais une haute qualité humaine. Comment réintroduire une haute qualité humaine qui de fait produira donc une haute qualité environnementale. Alors je vais donner un exemple, puisque là, donc, la présentation précédente me l'introduit, on pourrait dire, c'est comment faire, comment permettre à une collectivité locale, donc une collectivité politique, technique d'habitants, de réfléchir sur son propre patrimoine. C'est-à-dire comment faire pour que ce qu'elle possède, que ce soit du logement social, que l'on a construit avec de l'argent public, que l'on démolit aujourd'hui au prétexte que d'un bâtiment qui ne correspond pas aux normes actuelles et que l'on quitte pour aller vers un autre bâtiment. Et en effet, le nouveau répondra aux exigences réglementaires, mais on ne met jamais dans le calcul, en effet, ce que coûtera la destruction de celui qu'on quitte, ou disons l'appauvrissement du patrimoine que l'on quitte, voire même du quartier dans lequel se trouve ce patrimoine. Donc j'ai fait pendant un certain temps la tournée des villes dans lesquelles j'avais fait des équipements culturels, dans lesquelles j'avais fait des expériences urbaines, en allant voir les maires, en disant à chaque maire, peux-tu faire l'inventaire de ce qui, dans ta ville, est un objet pour lequel
on pourrait dire, tu as une obligation de faire, mais dont tout le monde, un peu comme ce qu'on appelle la patate chaude, tout le monde repousse le sujet, considérant que voilà, on n'a pas l'argent, ou on n'a pas l'envie, ou on n'a pas, la question étant mal posée, on repousse sans cesse la chose, quitte à même à un certain temps de l'abandonner, voire de la donner, et comme l'étude qu'on avait faite avec Gilles Clément il y a très longtemps, peut-être de faire qu'un patrimoine ait une telle valeur, on va dire, négative, qu'il est abandonné, et donc il quitte la propriété collective. Alors j'ai fait dans 3 villes, où j'avais une complicité, on pourrait dire, politique, ou une complicité intellectuelle avec des maires. Il y en a un seul qui a donc accepté de faire ce travail avec ses services. Peut-on regarder quels sont les sujets que l'on ne peut pas traiter? Donc j'ai fait ça avec la ville de Rennes. Et c'était réellement de prendre une position humaine. Peut-on se donner plusieurs jours, un maire et les élus concernés par le sujet, avec les associations concernées et les services techniques, se promener dans sa ville et observer en effet là, tel espace public, espace donc routier, ou tel espace public parc, tel futur projet d'aménagement pose problème et que l'on devrait traiter. Donc il a mis énormément de temps pour que déjà les services fassent remonter ce qu'ils entendaient de la part de la population, ou de ce qu'ils entendaient de la part des techniciens, de faire remonter ces dossiers, parce que tout le monde avait un peu peur, en faisant remonter ces dossiers, d'apparaître comme défaillant, considéré soit comme un délateur, soit comme défaillant, n'étant pas capable de le traiter, soit de dénoncer quelque chose qu'on avait plus ou moins mis au placard. Donc on a mis plusieurs mois, et au bout de ces plusieurs mois, on s'est promené, et la ville de Rennes donc, a fait sortir 7 projets. Donc nous sommes promenés pour voir ces 7 projets, on n'en a retenu que 2. Un qui se trouvait donc en centre-ville, qui pouvait paraître très prestigieux, puisque c'était l'ancienne faculté de sciences, donc la fac dentaire de Rennes, qui est d'ailleurs un bâtiment du 19e siècle et qui est implanté sur un territoire qui, depuis le 16e siècle, était une université, au bord de la Vilaine, qui était donc désaffectée au principe, disons, d'une amélioration des conditions de travail, de regrouper sur un même pôle l'ensemble des enseignements scientifiques, d'aller vers un bâtiment intelligent, comme si celui-ci était donc un bâtiment idiot, et éventuellement même de considérer que d'aller à la périphérie, c'était une façon, vous voyez, de redonner de l'activité là où il n'y en avait pas. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit bien que, dans ce que je viens de dire, cette décision, elle n'avait pas eu de grandes difficultés à être acceptée par la population, les élus, les professeurs de fac, puisque tout paraissait mieux. Donc on se regroupe, c'est un grand pôle d'excellence, on améliore donc la transversalité, on améliorera donc un bâtiment qui, sur le plan de l'intelligence, de ses réseaux, de son énergie, de sa consommation énergétique, sera de meilleure qualité. Et donc tout le monde était tout à fait d'accord pour partir. Ça prend 15 ans pour faire ce genre de choses, vous voyez, parce que c'est long avant de décider, c'est long avant de faire converger, ainsi de suite. Et le jour où ça arrive, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase. D'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a un énorme traumatisme avec le départ des étudiants de ce bâtiment donc, fermé. Et l'autre bâtiment qu'on avait choisi, c'était dans une zone qui est une sorte de ville nouvelle, qui est donc à la périphérie de Rennes, où justement il y avait un grand parc paysager qui allait se traiter sur justement des anciennes gravières. Et là, il y avait un moulin, le moulin d'Apigné, qui était un moulin qui permettait de fabriquer donc, des briques, et ce moulin donc, était désaffecté, voire en ruine, alors que la Vilaine coulait à ses pieds, et que des gens déjà utilisaient, alors qu'il n'y avait pas encore eu de projet, les gravières comme zone de baignade, alors qu'elles étaient interdites à la baignade. Donc on a pensé que c'était intéressant de relier un bâtiment industriel extérieur à la ville, qui allait se trouver dans un futur parc peut-être de loisirs, alors que là, il était un parc, on va dire, naturel, où l'ensemble de la végétation avait repris ses droits sur les gravières, les gens occupaient cet endroit de manière illégale, il était d'ailleurs le lieu de la transgression à tout niveau, sexuelle, amoureuse, de transfert de
drogue et autres. Il était le lieu, on pourrait dire le poumon peut-être, nécessaire à la vie possible en centre-ville. Donc on a pris les deux, et on a décidé de relier les deux donc, par la Vilaine, qui elle-même est une rivière qui est peu visible dans sa continuité, parce que quelquefois elle est souterraine. Alors je vais raconter Pasteur, parce qu'on a donc décidé de prendre Pasteur, le bâtiment de la fac de sciences, tel qu'il était quand les derniers étudiants ont quitté la fac de sciences. Il y avait donc juste le courant qui avait été coupé, l'eau qui avait été coupée et le chauffage qui avait été coupé. Est-ce qu'on peut remettre l'eau, l'électricité, remettre le chauffage et l'occuper tel qu'il est et de voir pourquoi il était utilisable jusqu'à ce dernier jour et ce qui a fait le déménagement, c'est pas le fait que le bâtiment était dangereux et voire même hors norme, c'est simplement parce qu'on pensait que l'activité qui était tenue ici, elle était plus favorable ailleurs. Et donc, dès le moment où ce bâtiment a été fermé, il a été considéré comme inabordable et éventuellement comme inutilisable. Le seul problème, c'est que ça ne marche jamais complètement, un déménagement. Était resté donc dans le rez-de-chaussée de cette fac de sciences une activité qui est liée au CHU, donc au centre hospitalier universitaire, mais qui, n'utilisant pas les mêmes crédits, n'avait pas déménagé en même temps que la fac dentaire, c'est le centre de soins dentaires. Le centre de soins dentaires, qui est l'endroit où les étudiants donc, apprennent leur métier de dentiste, et qui en centre-ville joue un rôle social très important, parce que ce centre de soins dentaires reçoit toujours 40 000 patients par an. Donc c'est un équipement de soins, d'un équipement d'hygiène, d'un équipement social très important de centre-ville, qui lui n'était pas encore parti et qui, quand il partirait, serait vraiment, alors là, la double goutte qui ferait déborder le vase, puisque non seulement tous les commerçants avaient vu un appauvrissement donc, de la vie à cet endroit-là par le départ des étudiants, mais on pourrait dire qu'une population modeste, vivant encore en centre-ville, qui peut aller donc se faire soigner les dents gratuitement pendant qu'un étudiant donc, apprend son métier, on pensait que c'était, en visitant d'ailleurs le maire, on ne lui avait pas dit que le centre dentaire était là encore pour longtemps, pour 5 ans, et qu'il fonctionnait à plein, il y avait 40 000 personnes. Donc je me suis appuyé sur ça. Peut-on considérer que si 40 000 personnes rentrent au rez-de-chaussée, peut-être que le bâtiment n'a pas fermé, et que donc les 5 étages qui sont au-dessus sont utilisables par le simple fait qu'on remette le chauffage dans les étages supérieurs et qu'on réouvre la porte. Donc nous nous sommes installés donc, de manière permanente dans ce bâtiment, et au même titre qu'on s'est installé de manière permanente dans le moulin d'Apigné, et on a fait donc cette relation entre les deux. Alors sur quoi avons-nous travaillé? Parce que qu'est-ce qu'on fait d'un bâtiment vide, où on pourrait dire que d'un seul coup, toutes les spécialisations de chaque personne dans une ville revendiquent quelque chose pour ce bâtiment. Les premiers étant ceux qui avaient quitté le bâtiment. Les scientifiques à la retraite, professeurs de médecine, voulaient faire bien sûr de la fac de sciences un musée des sciences. Ça paraît normal. Donc pour y mettre une collection, d'ailleurs qui n'existait pas, il fallait constituer une collection éventuellement pour faire de ce bâtiment la trace de ce qu'il avait été avant. Coût d'un musée des sciences, entre 20 et 25 millions d'euros, donc c'est inscrit dans aucun programme. Ça veut dire que quelque chose qui paraissait positif devient d'un seul coup consommateur d'un budget qui n'est pas voté et qui serait éventuellement voté par une défaillance de la vision totale du déménagement. Donc le maire dit, voilà, impossible d'investir dans un musée des sciences, impossible de le vendre, ce bâtiment, parce qu'il n'a pas de prix, puisque un hôtel avait proposé donc, de prendre ce bâtiment, et comme le bâtiment n'est pas aux normes, pour un hôtel, la restructuration de ce bâtiment nécessitait un tel investissement que l'investisseur avait donc demandé à la ville que le bâtiment soit nettoyé, vidé de toutes ses scories, donc c'était à peu près un coût de 3 à 4 millions, pour qu'il soit donné pour que l'investisseur hôtelier construise un hôtel 3 étoiles. Donc on voit bien que ceux qui disaient voilà, il faut avoir une gestion moderne, libérale et tout, il faut vendre les biens de la collectivité, c'était même pas les vendre, c'était les abandonner, et en les abandonnant, il fallait donc investir 3 millions, qui encore une fois, ces 3 millions n'étaient pas inscrits. Donc moi j'ai proposé donc au maire, je dis voilà, on prend ce bâtiment et on prend l'autre. Les 3 millions, on ne va pas les prendre, on va les prendre peut-être 300 000 euros par an. C'est-à-dire qu'on va prendre l'équivalent à peu près de ce que coûte, bon an, mal an,
ce bâtiment entretenu par les services de la ville, comme ça, tous les ans, sans objet. Donc on va prendre 300 000 € qui seront une sorte d'entretien dont l'entretien le fera revivre très lentement, puisqu'on se donne 10 ans pour redonner des vies à ce bâtiment. Et à ce moment-là, tout le monde a dit, mais sur quoi allez-vous travailler ? Et comme il y avait ce centre dentaire en bas, et que l'on avait rencontré des étudiants, on avait rencontré donc des professeurs de médecine qui enseignent là, on avait fait des réunions avec eux, et ça me faisait tout drôle de voir voilà, des gens qui travaillent sur des prothèses, avec des imprimantes 3D par exemple, des gens qui travaillent sur un ordinateur de la même façon que, je sais pas, un designer et autres, un public qui venait là, qui était en fait compte un public très particulier, puisqu'il y avait les détenus de la prison qui ont venait soigner là, donc il y avait la police, il y avait machin, et puis un jour, au cours d'une conversation, le professeur universitaire qui dirigeait ce centre dentaire me dit « Et j'espère que tu pourras régler enfin ce problème, parce que on voudrait nous mettre une rampe handicapée, mais l'architecte des bâtiments de France la refuse sur la façade principale, puisqu'elle atteint l'intégrité de la façade principale. Il veut la mettre sur la rue arrière, et en la mettant sur la rue arrière comme elle est large, il veut mettre la rampe, enfin, les services de la ville qui veulent mettre le bâtiment aux normes, veulent la mettre à l'intérieur, et c'est nous prendre une grande partie donc, des salles de soins, et on ne retrouvera pas, puisque voilà, comme on doit partir, on nous retirera des salles de soins et on aura rendu le bâtiment accessible, mais en fin de compte, il aura perdu sa fonction de recevoir 40 000 personnes, puisqu'on en recevra moins, puisqu'on aura moins de personnes. Vous voyez, c'est l'absurdité d'une loi qui, en fin de compte, contredit un autre, et pourtant tout part d'un bon sentiment. Et comme ça, au cours d'une réunion, je dis, on va travailler sur la bouche. Tout le monde dit, mais c'est quoi travailler sur la bouche? On va commencer comme ça. En bas, il y a un centre dentaire, donc il travaille sur la bouche. Et je dis, s'il travaille sur la bouche au niveau dentaire, moi je vais travailler sur le baiser. Et à ce moment-là, tout le monde dit, oui, d'accord, mais c'est pas. Comme ça, c'est une blague. Et non, on va travailler sur le baiser. Pourquoi on s'embrasse sur la bouche? Et éventuellement, pourquoi c'est mieux de s'embrasser avec des dents? J'ai fait une réunion publique comme ça. Pourquoi éventuellement c'est mieux d'avoir des dents pour manger? Et qu'éventuellement, quand on mange avec des dents, c'est peut-être mieux voilà, pour les gens qui ont des difficultés de poids, on pourrait dire, donc certaines formes d'obésité, ainsi de suite. Après, sur la laine, donc sur voilà, le mauvais soin dentaire et tout. Puis, comme ça, lentement, j'ai commencé à donner tous les aspects, l'éloquence, le chant, la musique et tout. Puis tout le monde s'est dit, mais c'est vrai, la bouche est au centre de tout. Et le professeur donc, de médecine dit, mais oui, enfin moi je suis pas d'accord avec Patrick, parce que voilà, je le vois où il veut aller. Moi, pour moi, la cavité buccale, il reprend un terme scientifique, c'est le carrefour de la vie. Alors je dis, bah écoute, on s'arrête là. Ce bâtiment sera le carrefour de la vie. Puisque tu l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit, moi je pensais le baiser, le succion et tout, mais si c'est le carrefour de la vie, tu ne me cacheras pas quand même que le premier acte, que tout être naissant et tout, tourne la tête pour sucer, voilà, pour téter et ainsi de suite. Et tout. Non, mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Et tout. Bon, écoute, on va faire tout simple. On installe quelqu'un, et le programme, c'est un anti-programme, c'est le carrefour de la vie. Et on va voir si on peut réutiliser le bâtiment. Et donc, ce bâtiment, pendant 3 ans, d'abord, personne ne voulait me donner la clé, parce que c'était prendre la clé. Moi, je prenais la responsabilité de faire quelque chose qui était non programmé, mais la personne qui me donnait la clé prenait la responsabilité de me l'avoir donnée. Et donc, personne ne voulait me la donner. Les services techniques, tout le monde se renvoyait, les services immobiliers et tout. Et donc, un jour, de manière officielle, le maire de Rennes donc, a dit, je remets la clé donc, à Patrick Bouchain et son équipe pour occuper le bâtiment Pasteur et travailler donc, sur la bouche, en association et en relation donc, avec le centre dentaire, et de voir quelle relation il pourrait y avoir entre les deux. Donc cette expérience a duré 3 ans. Entre-temps, donc, le maire de Rennes ne s'est pas représenté donc, à la mairie de Rennes, celui qui m'avait donné. La maire de Rennes, de même étiquette politique, donc, qui a été élue, avait envie, disons, de reprendre la main, comme on dit, en considérant que j'avais trop de liberté qui avait été donnée donc, par le maire précédent, et ce que je comprenais. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, tu reprends la main, mais tu la reprends sûrement en prenant la personne qui a habité pendant 3 ans Rennes et a travaillé dans la fac de sciences, Sophie Ricard. Et par contre, moi, le travail que j'ai fait est un travail qui a réuni presque tous les Rennais pour travailler sur ce sujet. Elle les connaît,
il y a déjà des éléments de programme provisoires qui se sont installés, il y a des éléments de programme définitifs qui peuvent s'installer, donc l'idéal serait que vous embauchiez Sophie Riquin. Dans un premier temps, elle a pensé que non, Sophie serait une sorte d'agent caché, enfin moi je serais caché derrière, plutôt, pardon, derrière cet agent qui me serait soumis. Et donc pendant 6 mois, elle a été sollicitée par énormément de Rennais, de toutes tendances confondues, et de tout âge confondu, et de tout intérêt confondu, en disant, mais nous, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut un bâtiment qui est le carrefour de la vie, le carrefour de la rencontre, le carrefour d'ailleurs des activités momentanées, parce qu'en effet, il n'est pas question de faire un bâtiment définitif qui serait un bâtiment culturel, mais peut-on, avec des services techniques, avec les pompiers, peut-on, avec les services de santé, regarder les choses, peut-on, et tous ces gens sont venus voir la maire qui, du coup, a considéré qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière et qu'elle était obligée donc de confier à une société d'économie mixte, donc de déléguer la maîtrise d'ouvrage, et que la chef de projet serait Sophie Riquin. Alors ce qui est assez drôle, c'est que cette démarche démontre que si on pose la vraie question, ou si tout au moins on repose la question, qui la première est quand même, est-ce qu'on peut vivre ensemble? Et peut-on par moment donc avoir des besoins qui sont des besoins fugitifs, momentanés, faibles et tout, et peut-être même avoir un bâtiment, comme on dit toujours aujourd'hui, mutualisé, reversible. Alors je vais donner 2-3 exemples. Le premier, c'est quelqu'un qui avait une association d'insertion. Et comme vous le savez, bon, c'est un animateur social, un homme dévoué, il reçoit des subventions, il a une association, il reçoit des subventions du département, de la région, un peu de l'État et autres. Et puis, insertion égale pauvreté, insertion égale voilà, un petit peu de délinquance, d'alcoolisme et tout. On lui donne un local à cette personne qui est genre un ancien petit dispensaire totalement carcéral, à un point mais imaginable, j'ai été voir. Il me dit, l'endroit que l'on me donne est contradictoire avec la mission que je me donne de réinsérer des gens dans une vie normale. Ce n'est pas pour les isoler dans une architecture qui pourrait être cataloguée d'hygiéniste, ou disons de coercitive et d'hygiéniste. Et il me dit, comme j'ai entendu parler de l'Université foraine et de Pasteur, j'ai envie de travailler avec vous, mais comme entre-temps, je n'avais pas de bâtiment, et que je travaillais essentiellement avec des gens qui étaient donc des exclus, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas soit de logement, pas d'emploi, il s'était mis dans une situation où lui, il a fait une analyse urbaine avec ces gens-là, qui connaissent très bien la ville, à quel endroit, une bouche de métro, une porte cochère, un arbre, un square, éventuellement un bar, le dos d'un restaurant qui jette et tout. Il avait fait comme une sorte de cartographie de la ville qui avait été faite donc par les usages de ces gens qui étaient donc déracinés. Et il me dit, en fait, je n'ai pas besoin de lieu, mais peut-être que j'ai besoin d'une adresse. J'ai besoin d'une autre adresse que celle que l'on m'a donnée. Et avoir comme adresse l'ancienne fac de sciences, c'est sûrement intéressant pour les gens avec lesquels je travaille. Et donc c'est assez émouvant. On a vu arriver un jour donc, tous les gens avec les tailles, bien, nous on n'est jamais rentrés. On est toujours passé devant, on est resté des fois sur les marches, devant la sortie de secours à faire les poubelles et tout. On n'est jamais rentré dedans. Et là, rentrer dans ce bâtiment, ça nous paraît invraisemblable. Et d'ailleurs, ça nous paraissait plus luxueux. Vous voyez, sous-entendu, c'est inaccessible, c'est en fait compte le luxe, mais le fait que le bâtiment soit un peu appauvri, que des choses aient été abandonnées par la fac, des meubles, parce qu'on a tout gardé, c'est absolument tout. Et donc, on a eu, comme première entrée, en fait compte, les gens les plus difficiles. Comme deuxième personne, on a eu quelqu'un qui fait de la psychiatrie de rue. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème avec surtout à Rennes, pas que Rennes, mais à Rennes, c'est visible, c'est l'alcool et la drogue dans la jeunesse et en centre-ville. Et il y a donc en fait compte une population qui n'est pas la population la plus pauvre, qui est coupée en fin de compte d'un accompagnement médical. C'est-à-dire que si vous êtes très très pauvre, vous pensez que vous êtes soigné par personne, vous allez aux urgences hospitalières. Si vous êtes de conditions sociales basses ou modestes et qu'éventuellement vous transgressez le modèle éducatif que vos parents vous ont donné, sexe, drogue et alcool, en fin de compte, vous n'osez pas ni aller aux urgences, ni aller dans une médecine privée. En fin de compte, vous ne vous soignez pas. Et il y a donc, la France est très en avance sur ça, elle commence à se poser la question de cette schizophrénie qui, quelquefois,
qui arrive avec l'alcool et la drogue n'est pas du tout traité. Et comme aujourd'hui on a une psychiatrie qui est redevenue une psychiatrie hospitalière, et pas une psychiatrie ouverte, ce médecin donc a considéré que cet endroit était l'endroit idéal pour mettre en place cette expérience. Et en rentrant là, on a vu arriver un personnel soignant de l'hôpital qui, connaissant ce médecin travaillant dans la rue, qui a commencé à revenir ou à venir dans une fac qui était spécialement orientée dentaire, comme un lieu de médecine. Et j'ai même vu venir le directeur de la santé. C'est ce qu'on appelle le préfet de la santé, celui qui est chargé de toute l'organisation donc, de la santé sur la région. Et donc, même ce directeur est venu un jour à un débat, assister à un débat, je l'ai repéré dans la salle, et il m'a dit, écoutez, c'est la première fois que je vois mon personnel de santé, toutes spécialités confondues, venir en dehors des heures de travail, donc comme un être social qui reprend conscience qu'il ne peut pas exercer que son métier et courir avec un short quechua, quoi. Il ne peut pas faire que ça, voilà, il faut bien qu'à un moment donné, il se réintègre. Et donc, du coup, on a eu un personnel de santé. Et vous savez qu'à Rennes, il y a l'école de santé, qui est une école, donc l'équivalent de l'ENA, qui est une école donc, supérieure, qui forme les futurs cadres de santé. Et donc, on a vu arriver à ce moment-là des professeurs, des élèves de cette école, qui ne sont pas des personnels soignants, mais qui sont plutôt des personnels qui géreront des établissements de soins. Ils ont commencé à comprendre que peut-être l'architecture, ou la liberté dans l'architecture, ou la transversalité, comme on dit, mais là, elle était réelle, elle devait être enseignée. Donc on a eu des cours de l'école de santé qui se sont tenus dans un bâtiment ex-universitaire. Donc c'était assez étonnant, c'est une femme sociologue d'ailleurs qui a commencé, qui a rencontré le psychiatre de rue, et ainsi de suite. Puis on a avancé comme ça lentement, et puis un jour, la voisine d'en face, qui était donc la directrice du musée des Beaux-Arts de Rennes, elle aussi, elle avait lorgné sur ce bâtiment, pensant que ça pourrait être une extension du Palais des Beaux-Arts, éventuellement même une réserve pour gérer quand elle fait des expositions, parce qu'il y a un moment donné où les œuvres arrivent, elles peuvent repartir. Et donc elle vient, elle me dit, je suis la voisine. Alors, un peu méchamment, je dis, vous êtes donc une bourgeoise, parce que à côté, elle était même bien, je ne suis pas une bourgeoise, je suis la directrice du musée des Beaux-Arts. Je dis, ah ben on va peut-être pouvoir s'entendre. Parce qu'en effet, moi je peux vous prêter des locaux, mais ce qui serait bien, c'est que nous on fasse des choses avec vous, musée des Beaux-Arts. Ah bien écoutez, le musée des Beaux-Arts, ça va être très difficile, vous savez, c'est réglementé et tout, on ne peut rien faire. Alors je lui dis, ben, je vais vous raconter une histoire. Moi j'ai fait beaucoup de théâtre, et donc un très grand metteur en scène italien, Giorgio Strehler, quand Giorgio venait en France, la première chose qu'il me demandait, c'était que je l'emmène à Rennes pour voir donc un Georges de la Tour, qui est un des plus beaux Georges de la Tour, qui est un moyen format, mais qui est un très beau Georges de la Tour, puisque c'est une mère qui vient d'avoir un enfant, et donc il y a une bougie, et vous verrez dans les livres, mais celui-là est très particulier, et pour que la bougie n'épuise pas l'enfant, la mère, donc la grand-mère, met sa main pour masquer la flamme de la bougie, et en mettant sa main, elle éclaire sa fille. C'est un tableau magnifique, c'est-à-dire qu'elle détourne la bougie pour l'orienter vers sa fille, qui en fin de compte, qui a donné la vie à sa petite fille. Et pour Giorgio, à chaque fois qu'il venait en France, il disait, j'ai besoin de me ressourcer devant ce tableau, parce que voilà, c'est ce qui m'a appris à changer l'éclairage au théâtre. Et donc, du coup, je raconte ça à la directrice qui me dit, ah ben écoutez, cette histoire m'intéresse, parce que ce tableau est très mal éclairé. Et donc, comme d'habitude, le tableau, pour le protéger, on avait mis un verre, parce que maintenant, beaucoup de tableaux ont des verres, à cause de la ventilation, de la climatisation, de la circulation d'air, qui peut faire que, étant très stable, les tableaux donc, peuvent recevoir des chocs et autres avec l'arrivée des visiteurs. Et donc, du coup, elle me dit, on pourrait faire un travail justement sur ça. Alors, je dis, ben, à ce moment-là, on va s'associer avec le Théâtre National de Bretagne, donc c'est une autre institution, et on va attendre qu'il y ait un éclairagiste d'opéra de qualité, Philippe Berthomé qui devait venir, et on va demander un acte, pas militant, mais disons comme un acte d'enseignement à l'école du TNB, l'école de théâtre, donc, qui est donc voilà, qui est une école de théâtre assez importante. Il y a le conservatoire à Paris, et après il y a d'autres écoles qui sont rattachées à des théâtres nationaux, comme Strasbourg et Rennes, et donc on va demander que des étudiants
viennent avec un éclairagiste pour voir un de la Tour, que je raconte l'histoire de la Tour, et qu'éventuellement, donc, on le rééclaire autrement. Et donc, vous voyez, c'était toujours comment créer un lien qui, en fin de compte, franchit une étape. C'est-à-dire que c'est de la culture, mais c'est une culture autre, quoi. Il y a quand même la maternité, il y a quand même cet enfant qui naît, il y a quand même, voilà, il y a quand même la santé et tout. Et donc, on a fait une visite où on a parlé de l'éclairage de la Tour, de l'éclairage de Strehler, l'éclairage que Philippe Berthomé pourrait faire aux étudiants et autres. Et on a décidé un jour, après avoir fait tout ça, et que lui, il rééclaire le Georges de la Tour, est-ce qu'on pourrait faire que quelques jours, le boulevard qui passe devant Pasteur et devant le musée des Beaux-Arts soit éclairé comme un Georges de la Tour. Alors ça, c'était un peu pour dire, on n'arrête pas de parler d'économie énergétique, mais alors éteindre les éclairages des boulevards nuit et jour, voilà, et éclairer même la Vilaine, qui est encore plus dramatique à regarder le soir, parce qu'on a l'impression que c'est un égout à ciel ouvert qui coule. Et donc on a commencé à discuter avec les services techniques, pourrait-on faire un essai de mettre en contre-jour ou d'éclairer un peu comme un quinquet, mais très faible, en diminuant presque par 10 la puissance électrique. Du coup, il y a eu la réunion, est-ce qu'on va avoir des accidents, est-ce que, comme si d'un seul coup, vous voyez, sur une route, on peut rouler avec des phares, à un endroit, il peut y avoir une baisse d'intensité, mais là, on ne sait pas pourquoi, à Giorno et tout. Et donc, on a fait une soirée, vous voyez, on a éteint le boulevard, et on a allumé donc, le Palais des Beaux-Arts, et Pasteur qui est de l'autre côté, comme un Georges de la Tour, et on a projeté même un Georges de la Tour sur le bâtiment de Pasteur. Alors, une histoire comme ça, là, je pourrais la défiler sans cesse, et elle a donc révélé que les choses étaient possibles, et que peut-être que la sécurité n'était pas le projet, et que peut-être que la réglementation ou la lecture au premier degré n'était peut-être pas le projet. Et parce que, du coup, c'est sûr que le bâtiment n'était pas bon sur le plan énergétique. Mais nous, on a décidé qu'on ne se chaufferait plus. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on utiliserait certaines pièces que quand elles auraient atteint, à une époque donnée, un confort possible pour se réunir. Ou, si on l'utilisait, on prévenait que dans l'amphithéâtre, mettons, on n'utiliserait pas la lumière, parce que les fenêtres avaient été murées, on arrive vers les fenêtres, on a supprimé la lumière, et qu'on ne ferait des conférences qu'à la lumière du jour. Et quand on arrivait à la fin du jour, on disait, bon, ben non, on s'arrête, parce qu'on pense qu'on ne veut pas allumer l'amphithéâtre. C'est pas moralisateur, c'est juste pour dire, mais si on n'arrête pas de dire ça, ça, ça et ça, c'est pas un règlement que je vais appliquer de manière aveugle et éventuellement sans regarder les conséquences que ça peut avoir, c'est ça, c'est ma vie. Voilà. Ça, si moi je veux mettre une petite pierre dans ma ville, c'est ma vie. Et donc prendre possession d'un bâtiment public, propriété municipale, c'est ma vie. Alors comment le recevoir? Et donc voilà, je vais faire la liaison avec ça, c'est pour ça que j'arrête tout et j'ai supprimé toutes les universités foraines qu'on faisait pour reprendre une activité à partir du mois d'octobre, parce que j'ai écrit un article dans la loi sur l'architecture qui s'appelle la loi création, architecture et patrimoine, l'article 88, qui n'est pas terrible tel qu'il est revenu après une lecture au Sénat et des amendements à l'Assemblée nationale. Ils ont tiré un peu tout ce que je voulais, mais qui s'appelle permis de faire, dont l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait juger les projets a posteriori et non pas a priori. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire que si je m'adresse dans une société développée comme la nôtre, à des gens qui ont fait des études supérieures, à des élus qui ont été désignés comme tels, est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment donné, on connaît l'objectif que l'on doit atteindre? En effet, éviter, je sais pas, la perméabilisation des sols, l'imperméabilisation des sols, éviter, je sais pas, de détruire pour reconstruire, démolir du logement social au prétexte que la forme architecturale ne convient pas, ainsi de suite. Est-ce que on pourrait dire, admettons, puisque vous le savez, vous, est-ce que vous pourriez donc vous fixer comme objectif d'atteindre cela, sachant qu'il y a des lois, au même titre que vous ne pouvez pas tuer votre voisin, voler votre voisin, votre voisine et autres, que vous pouvez avoir un couteau dans la poche, comme vous l'avez vu, ben là, il suffit d'être un illuminé pour le sortir et tuer, mais on n'interdit pas tous les couteaux du jour au lendemain. On sait bien que là, on se comporte quand même civilement et de manière citoyenne. Alors, est-ce qu'on pourrait donner des projets à un collectif qui dirait, moi j'assume d'atteindre l'objectif, et pour atteindre l'objectif, je vais m'appuyer sur les lois et les règlements qui existent, mais je vais les interpréter et non pas les contourner. Je vais les interpréter parce que toute loi et tout règlement, dans une société démocratique, il est interprétable. Car sinon, ça n'est plus une loi et ça n'est plus un règlement.
C'est-à-dire que le règlement est une indication, la loi est indicative. D'ailleurs, dans la loi, il y a une lacune. Le législateur fait toujours attention dans la loi d'introduire un manque, on pourrait dire, à l'écriture, de telle sorte qu'il y ait un cas particulier qui puisse rentrer dans la loi pour son jugement ou pour la comprendre, et qu'éventuellement par la jurisprudence, la loi soit nourrie. Et donc là, on va faire, je voudrais faire donc 7 projets, une sorte de preuve par 7, où on dirait, donnez-nous, mais en accord total, un maire, une société d'aménagement, un promoteur, une collectivité, je ne sais pas quoi, donnez-nous, et ensemble, est-ce que c'est possible, en effet, de sortir de cette situation absurde, quand même, voilà, des modèles qui sont, on le voit, on en défend un, et puis, comme là, le monde est global, le modèle, il est européen, il n'est pas, il n'est pas marocain. Ou, moi j'ai construit à Marseille, j'ai construit à Lille, il y a autant de différences entre Lille et Marseille que Lille et Rabat, il y a moins de différence entre Marseille et Alger que Marseille, et ça peut être sur tous les sujets, ça peut être sur l'insertion, ça peut être sur la drogue, parce que même si c'est la même drogue, c'est pas la même façon, c'est pas au même endroit, c'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes publics. D'ailleurs, c'est pas toujours la même justice. Si on regarde, c'est pas toujours pareil. C'est pour ça que des fois, les dealers se déplacent. Parce que quand il y a des endroits où il y a des jugements qui sont trop durs, oui, je m'arrête, ça se déplace. Et donc, ça serait de travailler justement sur une totale délégation. J'appelle ça un vrai PPP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un PPP, un partenariat public-privé, on donne des PPP à des privés, mais ce ne sont pas des privés, c'est une privatisation, et non pas donner des privés à des gens du BTP qui s'attribuent grâce à ça à la commande, donc c'est un vrai PP démocratique. Peut-on recevoir par PPP une délégation pour la collectivité, et nous, collectifs, le mener à bien. Voilà. Merci.